Bonjour à tous, c'est Yumi. Aujourd'hui, j'ai réuni 4 des histoires les plus tragiques de Poppy Playtime, Huggy Wuggy, Kissy Missy, Mommy Longlegs et Dewey. 4 expériences différentes, mais toutes victimes de Playtime Co. Voici leur histoire. Quand nous avons rencontré Huggy Wuggy pour la première fois, nous pensions avoir affaire à un monstre. Une immense créature bleue, silencieuse, cachée dans les couloirs de Playtime Co, qui semblait n'avoir qu'un seul objectif, nous retrouver et nous tuer. Mais aujourd'hui, après tout ce que nous avons découvert sur l'expérience 1170, l'histoire de Huggy semble bien plus complexe. Car derrière cette créature, il y a l'histoire d'un enfant. Un enfant qui aurait pu quitter Playtime Co et commencer une nouvelle vie auprès d'une famille. Son nom était peut-être Jérémy. Dans une cassette VHS découverte à Playcare, nous apprenons qu'un jeune orphelin portant ce nom devait être adopté par la famille Hartman. Tout semblait prêt. Les Hartman étaient venus pour finaliser son adoption. Mais quelque chose avait changé. Jérémy avait déjà été emmené pour subir des tests. Et à partir de cet instant, sa trace semble disparaître. Jérémy aurait été choisi par Playtime Co pour devenir une expérience. Et cette expérience pourrait être la numéro 1170. Cette théorie n'a jamais été officiellement confirmée. Mais certains indices ont renforcé les soupçons des joueurs, notamment lorsque le visage associé à Jérémy et celui de Huggy ont été rapprochés dans du contenu promotionnel, accompagné d'un message inquiétant ressemblant à un appel à l'aide. Si Jérémy est réellement devenu Huggy, alors son histoire prend une dimension beaucoup plus triste. Il était peut-être à quelques jours, voire quelques heures, de quitter cet endroit. Il allait peut-être enfin avoir une famille. Mais au lieu de sortir de Playtime Co, en tant qu'enfant, il aurait été emmené encore plus profondément dans l'usine pour ne plus jamais en ressortir comme avant. Lorsque Playtime Co présente l'expérience 1170 à ses dirigeants, Huggy n'est plus considéré comme un enfant. Il est devenu un produit, une réussite que l'entreprise veut montrer. Les documents que nous découvrons permettent d'entrevoir sa transformation. Son corps a grandi, sa dentition s'est développée à une vitesse terrifiante, et Playtime Co essayait désormais de faire de lui le représentant parfait du programme Bigger Bodies. Mais il y a un problème majeur, Huggy était instable. Lorsqu'il était soumis à une situation stressante, il pouvait rapidement devenir agressif. Et cette agressivité pouvait devenir mortelle. Des employés chargés de travailler avec lui auraient même été attaqués. Playtime Co savait donc parfaitement que l'expérience 1170 était dangereuse. Pourtant, ils ont continué. Plutôt que de se demander pourquoi Huggy réagissait ainsi, l'entreprise a cherché un moyen de le contrôler. Le gaz rouge aurait notamment été utilisé pour tenter de le calmer. Mais ce n'était que le début, car Playtime Co ne voulait pas simplement empêcher Huggy d'attaquer, il voulait qu'il obéisse. Le Neural Mapper nous permet de découvrir quelque chose que les rapports de Playtime Co ne pouvaient pas montrer, les souvenirs de Huggy. Et pour la première fois, nous ne voyons plus l'expérience à travers les yeux de ceux qui l'étudiaient. Nous découvrons ce qu'il a lui-même vécu. Dans l'un de ses souvenirs, Huggy semble découvrir son nouveau corps. Imaginez un instant, si Jérémy est réellement l'enfant derrière Huggy, alors il venait peut-être de se réveiller enfermé dans une créature qu'il ne reconnaissait même pas. Et immédiatement, son conditionnement commence. On lui demande d'accomplir des exercices, de reconnaître et de trier des formes, et lorsqu'il échoue, il est puni. Des décharges électriques sont utilisées pour lui apprendre à obéir. Puis les exercices deviennent encore plus cruels. Huggy doit placer certains jouets dans une boîte réservée aux jouets jugés mauvais, même lorsque ceux-ci semblent le supplier de ne pas le faire. Petit à petit, quelque chose se brise. La peur devient de la frustration. La frustration devient de la colère. Et cette colère, Playtime Co va finalement apprendre à l'utiliser. Une personne semble avoir joué un rôle particulièrement important dans cette transformation, Miss Gracie. Elle était chargée de superviser une partie du conditionnement de Huggy. Mais lorsqu'elle parle des expériences, elle ne semble jamais les considérer comme des victimes. Pour elle, ce sont des monstres, des créatures qu'il faut contrôler. Huggy est progressivement isolé. Son comportement agressif rend les interactions avec les humains de plus en plus dangereuses. Et plus Playtime Co cherche à le contrôler par la force, plus il semble devenir violent. C'est là que l'entreprise comprend quelque chose. Les punitions ne suffisent pas. La fumée rouge ne suffit pas. Les décharges électriques ne suffisent pas. Il faut trouver autre chose. Et cette solution pourrait avoir un nom. Kissy Missy. Pendant longtemps, nous avons considéré Kissy Missy comme une simple version rose de Huggy, mais les découvertes récentes changent complètement cette vision. Kissy aurait eu une fonction très particulière, calmer Huggy.
Playtime Co avait créé une expérience tellement dangereuse que les humains ne pouvaient plus facilement l'approcher. Mais en présence de Kissy, quelque chose changeait. Huggy semblait s'apaiser. Pour la première fois depuis sa transformation, il existait peut-être quelqu'un avec qui il ne devait ni combattre, ni obéir. Et cela pourrait expliquer pourquoi leur relation semble si importante aujourd'hui. Kissy n'était peut-être pas simplement une autre expérience. Elle était peut-être la seule créature capable de faire ressortir ce qu'il restait d'humain chez lui. Mais même elle ne pouvait pas effacer tout ce que Playtime Co lui avait fait. Et en 1992, Huggy finit par faire ce que l'entreprise redoutait le plus. Il s'échappe. Le 18 juin 1992, Huggy profite d'une porte ouverte dans une zone de livraison. Huggy est dehors. Playtime Co lance immédiatement une opération pour le retrouver. Mais lorsqu'ils parviennent à localiser sa position, il se trouve déjà à près d'1,5 km de l'usine. Les équipes de sécurité tentent de l'encercler. Huggy percute un véhicule, il reçoit un tranquillisant dans la jambe, et malgré tout, il continue. Il disparaît dans la forêt. La recherche s'étend alors sur plusieurs kilomètres. Puis la situation dégénère. Des communications sont perdues, des employés disparaissent, certains sont tués. À la fin de cette opération, 5 employés auraient perdu la vie et 6 autres étaient portés disparus. Playtime Co finit malgré tout par récupérer Huggy, mais presque par chance. Pourtant, un détail de cette évasion reste particulièrement étrange. À un moment, Huggy semble se tenir devant une maison. Il ne court plus, il n'attaque personne, il reste simplement là. Et si Huggy est réellement Jérémy, alors cette image pourrait avoir une signification terrible. Peut-être qu'il ne cherchait pas simplement à fuir l'usine. Peut-être qu'une partie de lui se souvenait encore de quelque chose. Peut-être d'une famille, d'une maison, de la vie qu'il aurait dû avoir. 3 ans plus tard, le 8 août 1995, tout bascule. L'heure de joie commence. Les expériences se retournent contre les employés de Playtime Co. Et Huggy participe au massacre. Mais son histoire rend cet événement particulièrement troublant, parce que Playtime Co avait passé des années à transformer Huggy en arme, et ce jour-là, pour la première fois, cette violence n'était plus dirigée vers les ennemis désignés par l'entreprise. Elle était dirigée contre ceux qui l'avaient créée. Mais pour Huggy, l'heure de joie représentait peut-être quelque chose qu'il n'avait presque jamais connu, la liberté. Des années plus tard, nous revenons à Playtime Co. Et Huggy est toujours là. Lorsque nous le découvrons dans le hall, il ne bouge pas. Il ressemble à une simple statue. Nous allons même jusqu'à lui taper dans la main pour récupérer une clé. Sans savoir que pendant tout ce temps, il nous observe. Puis, il disparaît. À plusieurs reprises, nous apercevons sa silhouette ou son bras au détour d'un couloir. Huggy ne nous attaque pas immédiatement. Il attend, il nous surveille, comme s'il cherchait le meilleur moment pour frapper. Lorsqu'il passe finalement à l'attaque, nous découvrons ce que Playtime Co avait fabriqué. Une créature extrêmement rapide, silencieuse, capable de nous poursuivre dans les conduits les plus étroits de l'usine. Mais cette poursuite se termine brutalement. Nous faisons tomber une énorme caisse sur lui. Huggy chute dans les profondeurs de Playtime Co. Et pendant longtemps, nous avons cru qu'il était mort. Et aujourd'hui, avec le chapitre 5, son histoire prend un tournant que personne n'attendait. Après des années de séparation, Huggy retrouve enfin Kissy. Pendant un bref instant, la créature qui nous a toujours pourchassés semble redevenir autre chose. Il se calme. Il la regarde. Comme si, malgré tout ce que Playtime Co lui avait fait, une part de lui reconnaissait encore ce visage. Mais ce moment ne dure pas. Le prototype surgit derrière eux et frappe Huggy en premier. Puis, il s'en prend à Kissy. Nous sommes forcés de les abandonner, blessés, pour fuir à bord d'un train. Et depuis, une question reste sans réponse. Est-ce que Huggy Wuggy est réellement mort ce jour-là? Le jeu ne le confirme jamais clairement, ni pour lui, ni pour Kissy. Certains pensent que c'est la fin de son histoire. D'autres pensent qu'un personnage aussi résistant que lui pourrait revenir une nouvelle fois. Nous ne le saurons peut-être qu'au prochain chapitre. Mais si Huggy Wuggy est vraiment Jérémy, alors cette scène prend un sens différent. Ce ne serait pas seulement la possible fin d'un monstre, ce serait peut-être aussi la fin d'un enfant qui n'a jamais eu la chance de vivre la vie qu'on lui avait promise. A votre avis, si Huggy Wuggy revient dans le chapitre 6, se souviendra-t-il encore de Kissy, ou est-ce que le prototype lui a définitivement arraché la dernière part d'humanité qui lui restait? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des personnages qui nous marquent sans qu'on sache trop pourquoi. On les regarde une fois et il y a un truc qui reste, une sorte d'alchimie difficile à expliquer. Pour moi, ce personnage, c'est Kissy. Elle est douce, silencieuse, et pourtant il y a un moment dans son histoire que j'oublie jamais. Un moment qui résume à lui seul tout ce qu'elle est. Je vais vous le raconter, mais avant il faut comprendre d'où elle vient. Kissy a été créé en 1985, un an après Huggy Wuggy, comme sa version féminine. Sauf que Huggy avait été pensé pour la sécurité, pour effrayer et surveiller. Elle, sa version adulte, devait travailler en playcare, littéralement auprès des enfants. 2 jouets sortis de la même usine, construits pour 2 raisons complètement opposées. Et cette différence va tout expliquer sur la suite. On la rencontre pour la première fois dans le chapitre 2. Elle apparaît derrière une grille, elle nous observe un instant, puis elle actionne un levier pour nous ouvrir le passage, et après ça, elle repart. On la voit quelques secondes à l'écran,
Mais ça suffisait pour comprendre qu'elle était différente des autres jouets de cette usine. Ce qu'on ne savait pas encore, c'est jusqu'où elle était prête à aller pour les autres. Ce qui me touche le plus chez elle, c'est qu'elle ne peut même pas parler. Comme Huggy, elle n'a pas de voix. Elle communique par des petits sons, une sorte de gazouillis, et on sait qu'elle peut aussi pleurer. Imaginez, vous êtes coincé dans une usine remplie de monstres, vous ne pouvez même pas crier à l'aide avec des mots. Et malgré ça, vous choisissez d'aider un inconnu plutôt que de le blesser. Elle avait toutes les raisons de devenir comme les autres, et elle a choisi autre chose. Et voilà le moment dont je vous parlais depuis le début. Dans le chapitre 3, elle devient une véritable alliée. Elle porte Poppy sur son épaule, elle nous aide à avancer dans l'usine et à venir à bout de Catnap. Mais à la toute fin du chapitre, elle actionne le mécanisme qui nous fait descendre plus loin dans l'usine et elle reste derrière, seule. On entend un cri. Et son sort reste inconnu jusqu'au chapitre suivant. Dans le chapitre 4, elle revient, vivante, mais avec des brûlures, des coupures, le bras en écharpe. Plus tard, elle cache même le joueur du prototype pour le protéger. Et à la toute fin, quand le sol s'effondre, elle attrape le joueur pour le retenir. Mais son bras déjà blessé lâche et le joueur tombe quand même. Elle perd son bras dans la chute. Elle revient quand même, encore et encore. Même dans le chapitre 5, elle est toujours là aux côtés de Poppy, toujours aussi silencieuse et toujours aussi loyale. Avant que son vrai nom soit connu, beaucoup de fans l'appelaient Lovedove et honnêtement ça lui va bien. C'est exactement l'impression qu'elle donne, une présence affectueuse au milieu de tout ce chaos. Alors oui, il y a des personnages qui nous marquent sans qu'on sache trop pourquoi. Mais pour Kissimissy, maintenant vous savez pourquoi elle a cette place à part. Et vous, qu'est-ce que vous trouvez de particulier chez elle ? Quand on joue pour la première fois au chapitre 2 de Poppy Playtime, on la voit immédiatement. Une silhouette rose menaçante aux bras interminables qui nous pourchasse, nous torture à travers ses jeux, qui nous stresse, qui nous effraie. Mommy Longlegs semble n'être qu'un antagoniste de plus dans cette usine cauchemardesque. Juste un monstre, un obstacle à surmonter. Mais si je vous dis qu'entre toutes les expériences de Playtime Co, c'est son histoire qui m'a profondément marqué. Parce qu'en fouillant davantage, en cherchant les documents cachés, en lisant entre les lignes du jeu, j'ai découvert non pas un monstre, mais une souffrance bien réelle. Alors laissez-moi vous raconter la véritable histoire de Mommy Longlegs. Son vrai nom était Mary Payne. Elle était une orpheline du Playcare. Avant même de devenir une expérience, elle vivait déjà une enfance brisée. Les documents nous montrent qu'elle a vécu des cauchemars violents, probablement causés par du harcèlement dû à d'autres enfants. Un des rapports d'incidents soumis par une conseillère nommée Claire Harper détaille comment Mary a connu une crise extrême après s'être endormie, terrorisée par ses propres rêves. Imaginez ce qu'elle a dû endurer. Vous êtes une enfant orpheline. Vous n'avez personne. Et même à Playcare, le seul endroit censé vous protéger, vous êtes harcelé. Vous avez peur de vous endormir. Vous avez peur de vos propres rêves. Puis une conseillère nommée Claire Harper essaie de vous aider. Dans le rapport, elle vous appelle ma petite fille. Elle développe une relation maternelle avec vous. Elle est probablement la seule qui vous montre de la gentillesse. Mais ensuite, quelque chose de pire arrive. Mary subit une expérience similaire en janvier 1991 après que Catnap lui administre la fumée rouge. Elle voit un monstre sans couleur, ce qui cause une paranoïa extrême et une méfiance envers tout. C'est à ce moment que Playtime Co décide que Mary est la candidate parfaite. Non pas pour la guérir, non pas pour la sauver, mais pour la transformer. Et en janvier 1991, Mary Payne est malheureusement choisie pour devenir l'expérience 1222 dans le cadre de l'initiative des Bigger Bodies. Elle a finalement été transformée en Mommy Longlegs. Alors oui, c'est vraiment atroce. Arrêtez-vous un instant. Réfléchissez à ce qui vient de se passer. Une enfant traumatisée, une orpheline sans personne, une fille qui vient de revivre ses pires cauchemars, et plutôt que de l'aider, Playtime Co la transforme. Elle n'est plus humaine. Elle est devenue un jouet, un objet, une expérience. Mais une fois transformée, malgré son agressivité envers le personnel et les scientifiques, Mommy Longlegs avait une nature profondément maternelle envers les autres expériences. Elle les protégeait, elle les réconfortait. Les scientifiques ont réalisé qu'elle était l'hôtesse parfaite pour le Game Station. Imaginez, même après tout ce qu'on lui a fait, même transformée en monstre, même avec cette rage justifiée envers ceux qui l'ont torturée, Mommy trouve au fond d'elle la capacité d'aimer, de protéger, d'être maternelle envers d'autres enfants orphelins tout comme elle. Et à partir de là, elle développe rapidement des relations profondes avec les enfants et les autres expériences. Elle est hostile et violente envers tous les employés de Playtime Co, mais elle est activement protectrice et douce envers les enfants. Elle refuse même de devenir hostile en leur présence pour éviter de les effrayer. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Cela signifie qu'elle a deux visages. Avec les enfants, elle est la maman. Elle est douce, protectrice, aimante. Mais avec le personnel, avec les adultes qui l'ont torturée, elle peut être violente. Elle peut étirer ses bras de manière monstrueuse. Elle peut être terrifiante. Elle a le droit d'être en colère.
Mais quand un enfant arrive, même si elle est au milieu d'une rage contre un adulte, elle choisit de se retenir. Elle choisit de ne pas montrer son côté violent. Pas parce qu'elle y est forcée, mais parce qu'elle les aime trop pour les effrayer. Pour une enfant orpheline qui a grandi sans personne, qui a vécu avec la peur et la solitude, elle a enfin trouvé sa raison de vivre. Elle a trouvé ce que Claire Harper avait essayé de lui donner, une relation maternelle. Mais cette fois, elle peut la donner à d'autres. Pendant des années, le Game Station est rempli de rires d'enfants et de tendresse maternelle. Puis le 8 août 1995, le prototype orchestre l'heure de la joie. Les jouets se rebellent. Mommy Longlegs tue les employés avec ses longs membres, elle les saisit, les soulève et les jette. Ce jour-là, c'était le chaos. Le massacre, la fin de tout ce qu'elle connaissait. Et puis, les enfants disparaissent. Simplement, complètement. Plus d'enfants au Game Station. Juste le silence. Par peur, après l'heure de joie, Mommy Longlegs se détourne du prototype. Elle passe les 10 prochaines années seule dans le Game Station, évitant ainsi les jouets loyaux au prototype. Elle s'est isolée seule pendant 10 ans. 10 ans dans un lieu vide. 10 ans sans les enfants qu'elle aimait. 10 ans sans personne pour qui prendre soin. Mais ce n'est pas tout. Elle a peur du prototype. Non pas parce qu'il pose une menace à sa vie, mais parce qu'elle exprime peur de ce qu'il fera avec son cadavre. Elle est consciente de sa tendance à intégrer les expériences décédées dans son design. Imaginez la terreur. Vous avez perdu vos enfants. Vous êtes seul depuis une décennie. Et chaque jour, vous savez qu'il y a quelque chose en train de collecter les restes des jouets morts. Vous savez qu'il voudra vous absorber, faire de vous une partie de lui. C'est pas juste la peur de mourir, c'est la peur de perdre complètement qui vous êtes, de devenir un morceau d'une entité monstrueuse, de ne plus être Marie, de ne plus être Mommy, simplement disparaître à l'intérieur de quelque chose d'autre. Alors en 2005, le joueur arrive, et Mommy voit une opportunité de jouer, de sentir à nouveau le contrôle. Mais quand Bonzo échoue, quand les mini-Huggies échouent, frustrée par les échecs de ses subordonnés, elle les tue de rage. Elle continue à les poursuivre, elle continue à jouer. Le joueur fuit en courant pour sa vie à travers les couloirs. Il se rend à la sortie de secours. Mommy apparaît au bout du corridor et se précipite follement vers le joueur. Le joueur entre rapidement dans la pièce suivante. Elle le poursuit. Elle le traque, tellement impatiente de le choper, tellement désespérée de le capturer. Elle est tellement impatiente de le rattraper qu'elle finit par se coincer sa main gauche dans une meuleuse. Le joueur tire le levier. Ce n'est pas une attaque, c'est un acte de légitime défense. Mommy se met à hurler de douleur et proteste contre son destin imminent. Frénétiquement, elle essaie de se libérer en arrachant son bras. Elle finit par se coincer sa jambe droite aussi. Et là, dans ce moment de panique totale, elle crie sa peur ultime. Et elle nous dit paniquer. Il fera de moi une partie de lui. C'est pas de la rage, c'est pas de la menace. C'est la terreur existentielle d'une femme qui réalise que tout ce qu'elle a craint sa vie entière est en train de se produire. Elle meurt en hurlant de terreur, et puis quelques secondes seulement après. Juste après que tout soit fini, la griffe du prototype émerge de sous la porte à moitié fermée. Elle saisit le reste du corps de Mommy qui disparaît dans l'obscurité. Mary Payne n'existe plus. Mommy Longlegs n'existe plus. Il ne reste qu'un morceau du prototype. Tout ce qu'elle a craint, tout ce qu'elle a essayé d'éviter pendant 10 ans, c'est arrivé exactement comme elle le redoutait. C'est pour ça que l'histoire de Marie m'a profondément marqué. Ce n'est pas l'histoire d'un monstre cruel né pour faire du mal. C'est l'histoire d'une orpheline qui a trouvé l'amour. Qui a fini par le perdre? Qui a dû vivre 10 ans seule à attendre sa propre dissolution? Qui s'est elle-même piégée par le désespoir? Et qui a finalement subi exactement le cauchemar qu'elle redoutait le plus? Et au final, elle n'a pas pu échapper à son destin. Elle a disparu à l'intérieur du prototype, complètement absorbée, complètement effacée. C'est ça, la vraie tragédie de Mommy Longlegs. C'est la fin la plus sombre et la plus injuste qu'une enfant pouvait connaître. Maintenant, je vous pose la question. En sachant tout cela, en sachant que sa rage était la rage d'une mère en deuil, en sachant que sa peur était la peur de disparaître, en sachant qu'elle s'est elle-même piégée par le désespoir, et que le prototype a finalement fait exactement ce qu'elle redoutait le plus, pouvons-nous vraiment la considérer comme un monstre ? Et c'est pour ça que cette histoire m'a profondément marqué. Mommy Longlegs m'a rendu triste, parce qu'en comprenant qui elle était vraiment, j'ai compris que sa violence envers les adultes n'était pas de la cruauté gratuite. C'était de la légitime défense. C'était la rage justifiée d'une victime. Et franchement, si nous avions subi ce qu'elle a subi, si on nous avait transformés contre notre volonté, isolés, torturés, abandonnés pendant 10 ans, nous aurions probablement réagi exactement de la même façon. Mary Payne reste celle dont l'histoire m'a marqué le plus. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Maintenant que vous connaissez la véritable histoire derrière Mommy Longlegs et que vous voyez son histoire sous un autre angle, peut-être que vous la comprendrez mieux. Parce qu'au fond, derrière chaque expérience de Playtime Co. se cache une histoire terrible. Dewey est un personnage emblématique du chapitre 4, mais connaissez-vous vraiment son histoire ? Le 25 décembre 1992, le jour de Noël, un petit garçon nommé Jack Ayers ouvre ses cadeaux. Sa mère filme. Il reçoit exactement ce qu'il voulait. Un jouet Dewey, son jeu préféré.
Et en regardant cette vidéo, on voit juste un enfant heureux, une famille normale. Et ça me touche vraiment parce qu'on sait ce qui va se passer après. Le 22 janvier 1993, juste quelques semaines après, Jack va à Playtime Co avec ses parents pour visiter l'usine. Il s'éloigne du groupe, il explore. Et accidentellement, il tombe dans un malaxeur de pâtes industriel. Quand Jack se réveille, il n'est plus un enfant, il est devenu une expérience. Mais il n'a pas été transformé seul. Il a été fusionné. Il y a 2 autres enfants à l'intérieur de Dewey. Matthew Allard et Kevin Barnes, 3 enfants. 3 esprits différents. Et pour moi, c'est ça qui rend tout ça atroce. C'est pas juste un enfant transformé, c'est 3 enfants piégés ensemble. Matthew était le plus vieux, Kevin était violent, Jack était gentil, et Jack était coincé au milieu des deux, il pouvait rien faire. 6 semaines après, les parents de Jack reviennent pour le voir. Et quand ils voient ce qu'il est devenu, c'est un moment qui m'a vraiment affecté. Ses parents qui cherchent leur petit garçon finissent dans une pièce isolée, pour se retrouver face à un monstre. Ce qui s'est passé après, c'est que Kevin a perdu le contrôle. Kevin a tué les parents de Jack, et Jack était impuissant. Quelque part à l'intérieur, il réalisait que ses parents étaient malheureusement décédés. Après l'heure de la joie, Dewey a trouvé refuge. Matthew a pris le contrôle et a guidé les jouets rescapés. Il a découvert le Safe Haven. C'était un site de sécurité de Playtime Co. Dewey et les autres jouets l'ont transformé en sanctuaire. Un refuge sûr pour les autres expériences. Dewey est devenu le gardien, le protecteur de tous les autres jouets. Quand Poppy a mystérieusement disparu, Dewey a dû prendre sa place. Mais c'était instable. 3 esprits, 3 volontés différentes. Et quand le player arrive à la fin du chapitre 4, nous avions posé des explosifs pour suivre le plan de Poppy. L'objectif était de détruire l'usine et libérer tout le monde. Pendant ce temps, Dewey essayait de distraire le prototype, de le garder loin de Safe Haven. Il courait partout, il faisait de son mieux. Et puis, il y a une explosion. Et à ce moment précis, Dewey comprit que le prototype l'avait entraîné à l'extérieur exprès. Quand nous retournons à Safe Haven, tout était détruit. Dewey voyait la destruction, et il nous voyait nous, le joueur. Et il pensait que c'était notre faute. Il voit que tout est en ruine, il cherche, et retrouve ses amis, sa famille, les jouets qu'il avait protégés pendant 10 ans. Et malheureusement, il les découvre tous morts. C'est le moment qui m'a vraiment marqué, parce que tu vois vraiment Dewey s'effondrer. Les 3 enfants à l'intérieur switchent d'un coup. Matthew essaie de rester calme, de raisonner. Jack pleure sur ses amis morts. Et Kevin explose. Kevin crie. Et tout ça sort en même temps. Dewey ne peut plus les contrôler. Les 3 enfants à l'intérieur, ils perdent complètement le contrôle. Et ça se voit. Son corps change, il devient quelque chose de monstrueux, quelque chose de brisé. Et c'est là qu'on réalise vraiment que Dewey n'a jamais pu s'échapper de ce qu'il était. Les 3 enfants n'ont jamais pu être libres. Et maintenant, après tout ce qu'il a essayé de faire, après 10 ans de sacrifice, tout s'effondre. Et il finit par nous affronter. Et pendant le combat, c'est violent, c'est désespéré. On doit le combattre avec du froid, de l'azote liquide, et puis une presse hydraulique qui l'écrase. Et malheureusement, on doit le tuer. Puis arrive le moment qui m'a véritablement brisé le cœur. Lorsque tout s'arrête enfin, Jack remonte lentement à la surface, en larmes, avant de nous murmurer ces quelques mots « Je suis désolé ». Puis Matthew s'excuse à son tour. Lui aussi semble comprendre tout ce qui vient de se passer et tout ce qu'ils n'ont pas réussi à empêcher. Et c'est ça qui m'a vraiment touché. Parce qu'au fond, Dewey n'était pas un monstre. C'était 3 enfants prisonniers du même corps, dont 2 demandaient pardon avant de disparaître. Et au final, je n'arrive même pas à voir Dewey comme un monstre. Je vois seulement 3 enfants qui n'avaient jamais demandé à devenir tout ça. Jack, Kevin et Matthew ne méritaient pas cette fin. Ils méritaient simplement d'être sauvés et de redevenir des enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a touché, pensez à laisser un petit like et à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette compilation jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de voir ces personnages d'une autre manière. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous a le plus touché et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.